Et les fantômes sont des créatures qui apparaîtraient aux vivants depuis la nuit des temps. On les considère souvent comme des manifestations d'esprits de personnes décédées. Spectres, poltergeists, apparitions. Beaucoup sont convaincus par l'existence de ces entités paranormales. Si vous n'avez pas peur de pénétrer dans des maisons hantées ou de vous balader la nuit dans des cimetières infestés d'ectoplasmes, préparez-vous à vivre un voyage effrayant aux frontières du surnaturel. Maisons hantées, fantômes et revenants, rendez-vous avec l'étrange. Une série réalisée par Frankistas, Bawendine et Laurent Elissen. Deuxième épisode, faut-il avoir peur des fantômes ? Avec dans les rôles principaux, Philippe Charlier, médecin légiste et archéo-anthropologue, auteur du livre Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel. Le fantôme, s'il apparaît, c'est parce qu'il a un message à transmettre. Laurent, qui a découvert qu'il y avait un fantôme de pendu dans son salon. À un moment donné, vraiment, j'ai senti une main se poser sur moi et là, j'ai vraiment commencé à avoir peur. Et Lily, qui est terrorisée par des bruits étranges qu'elle entend dans sa maison de vacances depuis toujours. Il y a des fois où j'ai vraiment trop peur. L'année dernière, j'ai pas dormi pendant 2 semaines. La nuit a été très agitée. Il semblait que quelqu'un montait à une vitesse surhumaine l'escalier depuis le rez-de-chaussée en frappant des pieds. En arrivant sur le palier, il frappa 5 coups forts, si puissants que les objets accrochés au mur tremblèrent à leur emplacement. Puis, il parut qu'une lourde enclume ou un gros gourdin était projeté contre le mur afin d'ébranler la maison. Personne ne put dire d'où provint les coups. Tout le monde se leva et se rassembla dans le couloir du premier étage. Nous fîmes une inspection minutieuse, mais nous ne trouvâmes rien. Nous retournâmes nous coucher, mais des bruits supplémentaires nous obligèrent à nous relever. Nous ne pûmes aller nous reposer qu'aux environs de 3 heures du matin. Ce témoignage date du 31 octobre 1875. Le témoin raconte les événements effrayants qui se seraient déroulés dans un château de Normandie. Chaque nuit, les habitants semblaient condamnés à vivre un véritable enfer. Une créature monta à toute allure l'escalier depuis le hall d'entrée jusqu'au premier étage, avec un fort bruit de pas qui n'avait rien d'humain. Tout le monde l'entendait. C'était comme 2 jambes privées de leurs pieds et marchant sur leurs moignons. Tout le monde entendit un long cri, puis un autre, comme si une femme, dehors, appelait à l'aide. À 1h40 du matin, nous entendîmes soudain 3 ou 4 cris dans le hall, puis dans l'escalier. Ce n'est plus le hurlement d'une femme en pleurs, mais de stridents, furieux cris de désespoir. Les cris de démons ou de damnés. Évidemment, on pourrait croire que les histoires de fantômes comme celles qu'on vient d'entendre appartiennent au passé. Pourtant, de nos jours encore, des personnes disent vivre des expériences semblables. Notre premier témoin s'appelle Laurent. Depuis quelques années, il dit ressentir des choses désagréables dans sa maison. À un moment donné, vraiment, j'ai senti une main se poser sur moi. Et là, j'ai vraiment commencé à baliser et à avoir peur. Je crois que c'est la chose qui m'a fait la plus peur dans cette maison. Et vous sentiez une présence ? Et je sentais une présence en permanence dans la maison, comme si en fait quelqu'un était là, quelqu'un me regardait. Voilà, il y avait vraiment cette présence qui était toujours là. On va parler d'un épisode plus particulier, celui d'une porte toujours dans cette pièce un peu bizarre. C'est toujours dans cette pièce-là, en fait. Et alors, cette porte, en fait, c'était une porte à loquet. C'est-à-dire une porte où vous avez un loquet qui bloque la porte. Et cette porte-là, je pouvais la fermer comme je voulais. Chaque fois que je redescendais, soit je l'entendais de nouveau s'ouvrir,
Et quand je remontais, elle était toujours soit entrouverte ou complètement ouverte. Et un jour, j'avais des copains qui étaient présents, et je leur raconte un peu mes histoires. Bon, c'est toujours pareil, oui, tu déconnes et tout ça. Je leur dis, écoutez, si vous êtes plus malin que moi, montez, fermez la porte, et au moins, pour une fois, elle restera bien fermée. Et comme de fait, j'ai un copain qui monte, on ferme la porte, on descend les escaliers de la cuisine, et le temps d'arriver en bas, la porte a claqué d'un coup comme elle n'a jamais claqué. On a tous eu, là, relativement la trouille, à un point que cette porte-là, je l'ai démontée et je l'ai brûlée parce que je me suis dit, voilà, au moins... Et je suis resté longtemps sans porte dans cette pièce. Mais le pire était encore à venir pour Laurent. Alors qu'il garde la petite fille d'une amie, il va comprendre qu'il s'est passé des choses tragiques dans sa maison, bien avant qu'il n'y habite. Un jour, il arrive où elle vient me chercher dans la cuisine, elle me prend par la main, elle m'amène dans le salon, et elle me montre une poutre dans le salon et elle me dit « Regarde ». L'événement se passe, on va dire 15 jours après. J'étais de nouveau dans la cuisine. La gamine revient, me reprend par la main, me ramène dans le salon et elle me remonte la poutre en me disant « Regarde ». Je me dis « Il n'y a rien, qu'est-ce qu'elle me raconte et tout ça ». Et quelques temps après, en fait, je discute avec mon voisin de l'époque. Puis je lui dis, écoute, la gamine, ça fait 2 fois qu'elle me fait un truc bizarre. Je dis, elle me prend par la main, elle m'emmène au salon, elle me montre une poutre et elle me dit, regarde. Et là, il me dit, mais attends, il me dit, est-ce que tu peux me montrer la fameuse poutre dont elle te parle et tout ça? Donc il vient à la maison, je lui montre la poutre. Il me dit, écoute, phénomène étrange, je vais te raconter quelque chose. Dans les années 50, chez toi, il y a eu un pendu, une personne qui s'est pendue. Et c'est moi qui suis venu le dépendre, et c'était à cette poutre-là. Je crois aux gens qui croient aux fantômes. Voilà. Moi, j'ai pas d'avis et d'opinion particulière sur les fantômes, même si j'ai déjà croisé des revenants quand j'étais au Bénin ou ailleurs. Mais ce sont des revenants au sens anthropologique du terme, pas au sens métaphysique. Mais les fantômes, non, à la limite, je me pose même pas la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les gens y croient et à qui profitent les fantômes. Philippe Charlier est médecin légiste, mais également archéo-anthropologue. Il est l'auteur du livre « Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel ». L'homme refuse l'idée d'une mort totale et définitive depuis très très longtemps. On a du mal à trouver une civilisation qui n'est pas intégrée à son schéma métaphysique des figures de style comme le fantôme, le revenant ou les esprits errants. Que ce soit la récente redécouverte d'une tablette babylonienne où la figuration d'un fantôme a été gravée sur la terre cuite, qu'il s'agisse de récits tantôt mythologiques, tantôt de chroniques historiques où on décrit des fantômes, des revenants, des spectres qui viennent hanter les vivants. Donc non, c'est difficile de trouver une civilisation qui est exempte de cette croyance. Mais au-delà de la croyance, que les gens croient et adhèrent totalement à cette figure de style, c'est difficile, j'ai du mal. Et là, sur le moment, je n'en trouve pas. Les fantômes existeraient donc depuis toujours et dans toutes les cultures. Et pour Philippe Charlier, s'ils apparaissent aux vivants, c'est toujours pour une bonne raison. Il y a des choses qui sont quasiment de l'ordre du fondamental vis-à-vis des fantômes qu'on retrouve un peu partout dans les civilisations qui y adhèrent, qui y croient. C'est l'idée que le fantôme, s'il apparaît, s'il établit un contact avec les humains, ou s'il répond à cette demande de contact des humains, c'est parce qu'il a un message à transmettre. Un fantôme ne vient jamais pour rien. Il ne vient pas pour faire figuration. Il vient pour améliorer les humains, pour demander justice pour lui-même, pour éclairer la civilisation, la communauté ou un individu en particulier. Voilà, il vient toujours porteur d'un message. Quand un fantôme vient, c'est pour ouvrir sa bouche. C'est pour parler, c'est pour transmettre quelque chose. Parfois, le message est clair. Ainsi, pour celles et ceux qui y croient, il ne serait pas rare que des personnes décédées se manifestent à leurs proches, simplement pour leur signaler qu'ils viennent de mourir. C'est ce qui est arrivé à ce jeune homme, originaire de Perpignan, en 1869. Dans les premiers jours de novembre 1869, je partis de Perpignan, ma ville natale, pour aller continuer mes études à Montpellier. Peu de temps après, ma sœur succombait, asphyxiée par une terrible angine que 2 docteurs furent impuissants à guérir. Ma famille m'envoya un télégramme pour me prévenir, mais par une terrible fatalité, il ne me fut pas remis. Or, la nuit suivant le décès de ma sœur, je fus en proie à une terrible hallucination. Sur les 4 heures du matin, je vis apparaître devant moi la figure de ma sœur,
pâle, sanglante, inanimée, et un cri perçant, répété, plaintif, venait frapper mon oreille. « Que fais-tu, mon Louis ? Mais viens donc !» Je n'appris le décès de ma sœur que le lendemain de cette terrible apparition. Je vous livre sur l'honneur ce récit absolument vrai. Je n'exprime aucune opinion, je me borne à raconter. On l'avouera, il existe des moyens moins effrayants pour transmettre des messages. Cela dit, ce n'est pas le pire dans les histoires de fantômes. Les spectres se montreraient parfois très envahissants et même très agressifs, rendant la vie des habitants de maisons supposées hantées insupportable, comme pour cette dame qui tient à garder l'anonymat et qui a fini par déménager à cause des phénomènes qu'elle disait vivre chez elle. J'ai été poussée dans les escaliers, je suis tombée quand même d'un escalier de plus de 5 mètres. Je me suis pas blessée, j'ai eu très, très peur et très mal. Et lorsque je me suis retournée, il n'y avait personne derrière moi. J'avais des portes qui se fermaient, qui ne s'ouvraient plus, alors qu'elles n'étaient pas du tout fermées à clé. J'entendais des voix. Comme des personnes âgées parlant ensemble avec une voix très 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 aiguë, parlant rapidement. Pour moi, tout à fait incompréhensible. Les entendant, j'étais prise à chaque fois de panique. On peut dormir normalement dans une maison comme ça ? Non. On finit par dormir avec la lumière ouverte, parce qu'on a une peur panique du noir. On commence à avoir une vision tout à fait faussée de la réalité. On commence à avoir peur lorsque le soir commence à venir. Donc c'est quelque chose de très très épuisant. Ce sont des phénomènes absolument épuisants, mais d'ailleurs faits dans ce sens-là, pour que vous compreniez vous avez à déménager, vous avez à partir. Des portes qui se ferment toutes seules, des voix inquiétantes, des bruits qui ne semblent provoqués par rien, on peut comprendre qu'à la longue, ça tape sur le système des malheureux habitants de maisons hantées. Et si vous lisez des livres consacrés au paranormal et aux fantômes, vous constaterez que des témoignages comme cela, il en existe énormément. Ça s'est passé chez mon père, 1 an ou 2 après le décès de ma mère. Un vacarme effroyable se produisait chaque soir dans une grande armoire. Et ça me tenait éveillé pendant plusieurs nuits. C'était certainement pas le bruit du bois qui joue, mais celui excessivement violent de détonation. On aurait dit des armes à feu. Ce phénomène ne s'est plus reproduit ensuite, mais j'ai toujours éprouvé depuis une appréhension insurmontable à dormir dans cette chambre. Ce témoignage date de 1918 et cet homme raconte avoir vécu un calvaire pendant de nombreuses nuits. À 4h du matin, un bruit formidable m'éveilla. À gauche du lit, des craquements terribles se faisaient entendre dans le mur. Ils se propageaient dans la table de nuit et partout dans la chambre. Puis des craquements plus doux, semblables à ceux d'une personne se tournant dans un lit. J'ai entendu plusieurs fois. Et puis j'ai entendu un bruit de pas léger et glissant qui partait de la gauche du lit, qui le contournait, qui allait s'évanouir plus loin. Ces bruits m'impressionnèrent tellement que mon cœur se mit à battre, à m'étouffer. Et j'avais la mâchoire serrée. Évidemment, pour le moment, personne n'a pu prouver scientifiquement que les fantômes et les phénomènes de hantise existent. Il faut se fier uniquement aux témoins. Mais il y en a tellement, et depuis tellement longtemps, et qui racontent des choses semblables dans leurs histoires, que ça en devient troublant pour ceux qui recueillent ces témoignages. C'est le cas de Marine Benoît, une journaliste qui s'intéresse aux histoires de fantômes depuis son plus jeune âge. Je pense que je suis fascinée depuis toujours par les fantômes. Ma mère m'a toujours raconté depuis que je suis petite des histoires de fantômes, des choses qu'elle avait pu vivre, etc. Toute petite aussi, on m'a raconté que je racontais voir des gens.
Je sais que dans ma chambre, ça m'arrivait de voir une femme traverser le mur. Et j'avais 2 ans et demi et j'allais voir ma mère lui demandant où est-ce qu'elle allait comme ça en passant à travers le mur avec sa valise et son rouge à lèvres. Donc ça m'a suivie depuis. Marine Benoît a enquêté sur différentes affaires, sur différents cas classiques du paranormal dans son livre In Tenebris, des histoires qu'elle n'a pas choisies au hasard. Idéalement, moi, il me fallait des histoires dont on n'a pas le fin mot. Et il y aura toujours des voix pour dire que, évidemment, que c'est une explication rationnelle derrière tout ça, et d'autres voix pour dire, mais évidemment qu'il y a quelque chose de bizarre. Mes histoires, en l'occurrence, il n'y a pas de conclusion absolue. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Il est malheureusement assez rare que des journalistes traitent avec sérieux ce genre de choses. Voilà pourquoi la démarche de Marine Benoît est très intéressante. Elle s'est imposée une méthodologie très stricte pour réaliser son enquête. Alors j'ai interviewé des historiens, des psychologues, des anthropologues, des sociologues, des médecins aussi, voilà. Enfin, finalement, un peu tout le corps scientifique, enfin représenté, voilà, au sens large, ou des témoins. Ça, c'était l'autre chose. Faire parler des gens qui avaient vécu les faits, quand c'était possible, c'était vraiment l'idéal pour moi. J'ai mis un point d'honneur à ne pas interviewer des gens dont l'opinion est biaisée. Donc interviewer un médium, c'était non. Interviewer un parapsychologue aussi, c'était non. Malgré tout, j'ai quand même fait parler des psychologues cliniciens qui ont affaire dans leur quotidien à des gens qui vivent des expériences paranormales et qui, eux, quand on les interroge, ne sont absolument pas fermés à l'idée que ces phénomènes soient vrais. Donc le garde-fou scientifique, c'est vraiment ça qu'il fallait que je m'impose en permanence. Voilà. La science, finalement, c'est le cadre indispensable à toute enquête sur le paranormal, à mon sens. Dans In Tenebris, nous allons nous intéresser à une affaire très récente. Tellement récente que Marine Benoît a pu recueillir directement les impressions du témoin principal, une jeune femme prénommée Lily. Depuis qu'elle est toute petite, Lily ressent, entend et voit des choses dans la maison de ses grands-parents, qui est devenue une maison de campagne. Lily, c'est une amie d'amis. On se voyait régulièrement à des soirées et puis je lui parlais de mon projet de livre et puis elle m'a raconté ce qu'elle pouvait vivre dans sa maison de vacances. Je l'ai recontactée plus tard en lui demandant si elle était d'accord pour m'en dire plus. Elle me raconte qu'elle vit des choses particulières dans sa maison de vacances familiale. C'est une maison qui est une maison des années 70, dans laquelle Lily va depuis qu'elle est petite. C'était une maison qui a été achetée par sa grand-mère et son époux. Et Lily a appris plus tard que c'était une maison qui n'avait pas de passé, en fait, qui avait été construite. Elle faisait partie d'un programme de construction neuve. Donc c'est un lotissement, finalement. Elle est placée en haut d'une colline. Elle a une situation assez privilégiée sur le village. Et puis donc Lily y va depuis qu'elle est petite, avec sa petite sœur. Et depuis qu'elle y va, elle a des souvenirs un peu... des sensations, en tout cas, angoissantes. Et donc elle en garde des souvenirs très 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 jeunes, qui remontent à très très jeunes, déjà assez désagréables. Notamment de nuits passées dans la chambre dite des enfants. Donc elle n'arrive pas vraiment à expliquer, ni vraiment à se souvenir exactement de ce qu'elle vit à ces moments-là. Mais elle sait en tout cas qu'elle n'aime pas y dormir depuis son plus jeune âge. Que le papier peint de la maison... Finalement, c'est une maison qui est années 70, donc qui est couverte de papier peint très bariolé. Que le papier peint de la chambre des enfants, du couloir, l'angoisse énormément. Qu'elle se sent mal, en fait. Toute petite, Lily entend des choses dans cette maison la nuit. Mais aujourd'hui, elle n'arrive pas à se souvenir clairement de quoi il s'agissait. J'ai senti des présences dans la chambre d'enfants quand on était petite et je pense que c'est ça qui me faisait très peur. Et donc c'est le truc un peu de tous les enfants, quoi. On a peur de sous le lit ou dans le placard. Et en fait, je sentais des choses qui se passaient en face des lits et c'était un grand placard et tout. Et j'étais là, oh là 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 là. J'en tremble un peu quand j'en parle, parce que c'est toujours un peu particulier. Je me souviens avoir empêché ma sœur de dormir de peur, en fait. Parce que j'étais effrayée, mais vraiment, j'étais effrayée.
Pendant un moment, j'ai cru que je cauchemardais. Parce que ma mère me disait, mais tu fais des cauchemars. Donc j'ai dit, ah oui, peut-être. Donc ça, c'était 5, 6 ans, 7 ans. Et vers 10 ans, là, j'ai commencé à me dire que non, il y avait des choses, quoi. Alors après, ma mère me disait, oui, alors dans le toit, il y a des animaux, ce qui était vrai. Et en fait, du coup, j'ai appris à mettre un mot sur tous les bruits que j'entends. À partir de ce moment-là, de cette période-là, partout où je vais depuis ce moment-là, partout où je vais dormir chez des copains, je voyage, je fais ça. J'ai besoin de comprendre très vite d'où viennent les bruits, qu'est-ce que c'est. Quand j'étais petite, c'était vraiment, je m'inventais. Mais avec le temps, je sais définir, ah ça c'est le frigo, ça c'est un bruit de porte qui claque. Et c'est une maison en bord de mer, donc il y a beaucoup de vent, ça brasse. Et ça brasse vraiment. Et en fait, il y a des nuits où ça fait vraiment... La maison, elle parle, quoi. Il a fallu que je comprenne, que je dissèque ces trucs-là, de la nature, des bruits naturels, en fait, et de ce que je ressentais. Et ça a mis du temps aussi. C'est-à-dire que j'ai pas... Pendant longtemps, je comprenais pas. Je croyais que c'était tout lié. Et que, du coup, c'était moi qui avais peur, c'était moi qui étais peureuse, flippée, sensible, pas courageuse, du coup. Et alors que Lily grandit, les phénomènes qu'elle perçoit ne vont pas disparaître, bien au contraire. Ils vont plutôt évoluer. Tant que ses grands-parents sont vivants, peut-être que petite, elle se dit que la maison est hantée. Elle se souvient pas très bien. En tout cas, elle s'y sent pas toujours bien. Voilà. Après, il va y avoir le décès successif de son grand-père, qui n'est pas vraiment son grand-père en réalité. Ça, c'est plus ou moins important, puisqu'on se rend compte qu'il y a aussi des histoires de famille qui rentrent un peu en jeu dans tout ce qu'elle vit et dans tout ce qu'elle raconte. Donc, l'époux de sa grand-mère et sa grand-mère, donc quand ils vont tous les deux décéder, là, oui, elle va vraiment associer des phénomènes à la présence peut-être de ses défunts grands-parents. Notamment, quand elle dort là-bas. Donc aujourd'hui, elle dort plus dans la chambre des enfants, elle ne veut plus. Elle dort dans la chambre des adultes, si on peut appeler ça comme ça. Elle y va évidemment plus elle n'y va plus avec ses parents, elle y va avec sa conjointe, elle y va avec des amis. Et ce qui se passe, c'est que chaque été, finalement, puisqu'elle y va chaque été, peut-être un peu plus parfois aussi dans l'année, en tout cas à chaque fois qu'elle y est, elle entend des bruits de pas dans le couloir qu'elle va très très longtemps associer du vivant de sa grand-mère à sa grand-mère qui déambule dans le couloir. Et finalement, quand sa grand-mère va décéder, elle va comprendre que c'était pas sa grand-mère puisqu'elle continue à entendre le même bruit. Et donc elle, dans sa tête, ce bruit-là, c'est des pantoufles qui traînent sur le carrelage et qui avancent. Donc du vivant de sa grand-mère, elle se dit que c'est sa grand-mère ou son grand-père qui se lève pour aller aux toilettes et marche lentement. Et après leur mort, là, ça va devenir un petit peu plus problématique d'interpréter ce son, puisque jusqu'à présent, elle avait toujours cru que c'était ça. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était ma grand-mère Simone et Dédé. J'ai cru que c'était ou l'un ou l'autre. Et en fait, il y a quelque temps, j'ai commencé à me dire qu'il n'y avait pas qu'un truc, en fait. Il n'y avait pas qu'une personne, une âme, où j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs et qui apparaissent pas aux mêmes personnes et au même moment. En tout cas, c'est pas malveillant comme sensation. C'est plutôt agacé par moments. En fait, comme un être humain. C'est-à-dire que par moments c'est joyeux, par moments c'est chahuteur, et par moments c'est agacé. Et du coup, selon l'énergie, je le reçois plus ou moins bien. Et je le ressens plus ou moins bien. C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'ai vraiment trop peur. L'année dernière, encore, j'avais 33 ans. Tu vois, j'ai pas dormi pendant 2 semaines. Dans les choses que j'entends régulièrement, toujours les claquettes, clac, clac, cette espèce de petit frottement un peu feignant, tu sais, un truc un peu lent. Donc ce cric, 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 cric. Alors là, je commence à
Quand je rentre dans la maison, je commence à parler. Je dis bon bah on est là pour 2 semaines. Ça, je me rends pas compte en fait. C'est ma sœur qui se fout de ma gueule en me disant mais tu parles à qui là? Ces bruits de claquettes, quelquefois, sont accompagnés d'autres bruits dans la cuisine. Placard qui s'ouvre, couvert, le bruit des couverts aussi, cric, 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 c'est ce truc-là. Et il m'est arrivé dans le jardin, en pleine nuit, parce qu'il n'y a pas de lumière. On était éclairés à la bougie. Ouais. Ça m'est arrivé très souvent de voir des choses passer, et de temps en temps, une corpulence. Et là, pour moi, c'était Dédé. C'est une corpulence, c'est une masse, toujours en salopette. Je savais pas, mais en fait, j'en ai parlé à mon père. J'ai dit oui, Dédé, il s'habillait comment? Dédé, c'est simple. Il était tout le temps en bleu de travail, mais tu sais, salopette, quoi. Et j'étais là. D'accord. En fait, elle a envie d'associer ces phénomènes à ses grands-parents, mais finalement, elle se dit aussi qu'elle a toujours eu peur dans cette maison, même lorsqu'ils étaient vivants. Elle se dit que c'est sans doute des présences qu'elle ressent, qu'elle a peut-être une forme d'hypersensibilité à ces choses-là. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi sa sœur, sa mère ne ressentent pas la même chose. Si on s'en tient, là pour le coup, à l'explication psychanalytique. Là pareil, il y a tout un tas de travaux de psychanalystes qui analysent un petit peu ces histoires de famille et justement leur lien avec les phénomènes dits de hantise. Ça pourrait être une façon inconsciente d'aller se réapproprier un passé familial qu'on connaît peu parce qu'il est nimbé de tabous. Et dans l'histoire de Lily, il y a un petit peu ça qui transparaît. On se rend compte en discutant avec elle qu'il y a beaucoup de non-dits, qu'elle ignore plein de choses. Déjà, le simple fait que la maison n'ait pas de passé et qu'elle ait été construite, elle l'a su assez tard, en fait. Alors qu'elle avait toujours associé cette maison à quelque chose de plus ancien, etc. Elle découvre a posteriori, après la mort de sa grand-mère, que tous les meubles de la maison appartiennent aux voisins, que les voisins leur ont prêté les meubles, et ça, elle comprend pas trop pourquoi. Il y a plein de choses qu'elle touche du doigt, mais qu'elle n'arrive pas du tout finalement à comprendre. Et tout cet héritage, un peu ce passé familial, ces fantômes familiaux finalement, on peut appeler ça comme ça, qui la travaillent et qui vont la chercher en fait jusque dans le présent et de façon totalement inconsciente. Des spécialistes de la psychologie et de la psychanalyse pourraient expliquer les phénomènes de hantise que disent ressentir certaines personnes. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Lily, c'est que sa famille proche ne semble jamais avoir perçu quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que moi, je n'ai rien dit à personne. Parce que je sais qu'il y a des gens pour qui c'est compliqué. Et en même temps, je voulais pas influencer. Et je voulais... Peut-être c'était que moi, en fait, aussi. Parce que toute mon enfance, c'était que moi. J'ai transmis ma peur à ma sœur, mais elle a jamais ressenti les choses. Ni sa sœur, ni sa mère, ni son père ne vivent des choses. Pour le coup, eux, elle leur a demandé, elle leur a posé la question. Depuis qu'elle est petite, de toute façon, elle en parle. N'ont jamais rien vécu, en tout cas de particulier. En revanche, elle a plusieurs amis à qui elle n'avait pas parlé de ces sensations-là ou de ces bruits-là, de ces expériences dans cette maison, tout simplement par peur qu'ils refusent de venir. Elle avait envie de les avoir avec elle en vacances. Donc, plusieurs personnes vont vivre des choses. Plusieurs personnes vont entendre ce qu'elle décrit, donc les bruits dont elle parle depuis toujours. Il va y avoir aussi un épisode avec un bol qui a été quelqu'un qui se serait levé dans la nuit, qui aurait ouvert les placards, sorti de la vaisselle, déposé un bol sur leur bord de la fenêtre, comme pour donner à boire à un chat ou à un animal. Et puis finalement, le lendemain matin, il y a effectivement des preuves que des objets ont été déplacés et un bol se retrouve sur la fenêtre, alors que personne dans la maison, en tout cas aucune des personnes présentes cette nuit-là, affirme s'être levée en pleine nuit pour faire ce genre de choses. Voilà, c'est ce genre de phénomène. Une télé qui s'allume seule, elle va sentir des présences, voir des formes qui s'apparentent éventuellement à un homme dans le jardin, régulièrement. Voilà. Et il va y avoir une de ses amies qui, elle, va carrément apercevoir une femme, voir une femme dans la chambre des enfants, une nuit. Finalement, les histoires de fantômes, c'est en très grande partie ça.
C'est quelqu'un qui va vivre quelque chose. Souvent, elles ne sont pas partagées par plusieurs personnes, les histoires de fantômes. On a des sensations quand on est seul, on raconte des choses qui nous sont arrivées à nous, mais pas à un groupe de personnes. C'est plus rare, ça existe, on l'a vu, j'en parle dans le livre, mais c'est plus rare. Et du coup, Lily, je me suis à un moment autorisée finalement à raconter son histoire parce que je pense qu'elle est assez universelle finalement. Donc c'est un peu l'archétype des histoires de hantise aujourd'hui, pour moi. Quand on réalise une série sur les fantômes, il est impossible de ne pas parler d'un type de fantôme classique, les fantômes de Dame Blanche. Une Dame Blanche, d'une manière générale, est là aussi une apparition. Patrick Spalquero, historien et journaliste, spécialiste des lieux et des cas de hantise célèbres. Une apparition d'une silhouette lumineuse pendant la nuit sur le bord d'une route par des automobilistes, ou alors cela peut être aussi, on est quasiment à la frontière avec les fantômes, là, c'est presque synonyme, si vous voulez, une perception dans un parc, dans un jardin, derrière une fenêtre d'un château, on a, les gens vous disent, on a vu une Dame Blanche, c'est-à-dire en fait une silhouette féminine, lumineuse, là encore une fois, qui n'est pas perçue par le commun des mortels, ou du moins qui est perçue par une, voire deux personnes, mais un nombre très restreint, en général une, et qui est invisible. Il n'y a pas tellement de variantes sur les scénarios des Dames Blanches. En revanche, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Et je vous dis que ça ressemble à un fantôme. Les fantômes existent évidemment depuis l'Antiquité, on va dire ça comme ça, et certainement, Donc, une Dame Blanche, il est difficile à travers les récits de dire est-ce que c'est une Dame Blanche, est-ce que c'est un fantôme, est-ce que c'est un revenant. Alors après il y a des distinctions très subtiles qui viennent, mais là en tant que fait, un fait visuel, on est quasiment sur la même affaire. Alors ce qui est intéressant pour la période actuelle, c'est que on a des témoignages de Dames Blanches dans des décors qui ne sont pas des décors anciens, comme des châteaux, des manoirs, etc. On a des témoignages assez rares, mais tout de même, dans des immeubles de grandes villes, dans des parkings, sur des parkings et dans des parkings. Donc c'est quelque chose, ces Dames Blanches investissent en quelque sorte notre univers contemporain. Les lieux d'habitation, dans les rues plus rarement, mais c'est toujours pendant la nuit. Une des plus belles histoires de Dame Blanche se serait déroulée en France, à Palavas-les-Flots, en 1981, où il est question d'une autostoppeuse fantôme. Nous avons demandé à Mathias Alcaraz, journaliste et animateur du podcast Le Bureau des Mystères, de nous la raconter. Pour raconter l'histoire de la Dame Blanche de Palavas-les-Flots, il faut citer un ouvrage, qui est vraiment un ouvrage de référence là-dessus, qui est Légende urbaine, rumeur d'aujourd'hui, qui a été écrit par les sociologues Jean-Bruno Renard et Véronique Campion-Vincent, où ils abordent plusieurs légendes urbaines, dont celle de la Dame Blanche, et ils rapportent en détail l'histoire de la Dame Blanche de Palavas-les-Flots. Et surtout, ils citent, c'est à ma connaissance le seul livre qui le cite directement, un rapport de police qui retrace un événement qui est vraiment digne de la version la plus classique du mythe de l'autostoppeuse fantôme. Donc je l'ai pris, je vais vous le lire. Le 20 mai 1981, 4 jeunes gens qui se connaissent depuis plusieurs années et ont pour habitude de se retrouver assez régulièrement décident d'aller faire un tour à Palavas. Il est environ 23h. Vers minuit et demi, ils décident de rentrer sur Montpellier. Ils se déplacent à bord d'un véhicule Renault 5 rouge 2 portes. Les 2 filles sont à l'arrière, les 2 garçons à l'avant. Le poste radio-cassette émet une musique moderne sur une puissance de son élevée. À la sortie de Palavas, en direction de Montpellier, entre le rond-point et la station-service, au niveau d'un panneau situé sur le côté droit de la route, une dame est aperçue faisant du stop. Elle est vêtue d'une sorte d'imperméable blanc arrivant aux genoux et d'un foulard blanc sur la tête. Elle paraît avoir la cinquantaine. Elle est venue vers nous. C'était une dame qui avait à peu près une cinquantaine d'années. Je me suis dit, c'est une dame d'un certain âge quand même. On ne va pas la laisser sur le bord de la route à cette heure-ci. Thierry est descendu comme c'est une voiture de porte. Florence est descendue par la suite. La dame est montée entre Florence et Françoise. L'inconnue est muette, mais personne ne tente d'engager la conversation avec elle ni n'ouvre la bouche, laissant le bruit du moteur couvrir le silence. Le véhicule démarre et arrive en vue de l'intersection de la route de Villeneuve-les-Maglones, lieu dit Le Pont Vert, où la route de Montpellier dessine une courbe assez prononcée. L'autostoppeuse hurle alors « Attention au virage ! Attention au virage !»
Sa voix couvre la musique diffusée dans le véhicule. Le conducteur, surpris, ralentit. Son attention est portée quelques instants comme celle des passagers sur la route devant eux. C'est alors que les cris conjugués des deux jeunes filles le font se retourner en même temps que le passager avant. Quand on s'est retourné, elle avait tout bonnement disparu. La dame prise en stop n'est plus dans le véhicule. Ça, c'est un rapport de police. C'est le rapport de police qui existe sur Palavas-les-Flots, sur l'apparition de la Dame Blanche. Il date de 1981. Vraiment, les années 80, c'est le moment où l'histoire de la Dame Blanche, de l'autostoppeuse fantôme, va vraiment se développer partout en France. On a énormément de variantes qui existent dans toutes les régions de France, notamment en Normandie, notamment en Ardèche. En fait, ce mythe de l'autostoppeuse fantôme, il est un petit peu partout dans le monde. C'est pas un phénomène franco-français ou franco-américain, mais en tout cas en France, on le retrouve dans beaucoup de régions. L'emplacement varie, le gros de l'histoire reste toujours le même. Elle crie, elle disparaît, en faisant souvent un petit avis sur la sécurité routière avant. Et il y a parfois des petites fantaisies, notamment moi là d'où je viens de Drôme-Ardèche, et en Ardèche, près de chez moi, la Dame Blanche s'appelle la Larve et elle porte une combinaison de motarde. Donc elle n'est pas du tout en blanc, mais c'est une motarde sur le bord de la route qui aurait été victime d'un accident un soir de lune rousse, et sinon le reste est la même. Elle remonte à l'intérieur de la voiture, elle disparaît par magie après un virage. Ce qui est frappant dans l'histoire de l'autostoppeuse fantôme de Palavas-les-Flots, c'est que les jeunes gens qui l'avaient fait monter dans leur voiture vont aller au poste de gendarmerie pour témoigner. Nous sommes arrivés au poste Clémenceau à Montpellier, en plein centre-ville. Nous avons raconté notre histoire. Il n'avait pas l'air de nous croire au début. Mais c'est après, lorsqu'un autre gendarme est arrivé et qu'il a précisé qu'il avait déjà entendu parler d'une histoire pareille, qu'ils ont commencé à nous croire. Il n'a jamais pu être prouvé avec certitude que le récit des jeunes de Palavas n'était pas authentique. Les 4 amis ont passé lors de leur déposition des tests d'alcoolémie, des tests toxicologiques, qui se sont tous avérés négatifs. En clair, ils n'étaient pas drogués, ils n'avaient pas bu cette nuit-là. La piste du canular aujourd'hui est privilégiée par ceux qui ne croient pas au paranormal, mais surtout que d'après Jean-Noël Capferrer, donc, qui est l'ancien président de la Fondation pour l'étude et l'information sur les rumeurs, donc quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé au folklore, les premiers récits d'autostoppeuses fantômes ont commencé à apparaître en France dans les années 40, donc il n'est pas impossible que les 4 jeunes en aient entendu parler et qu'ils s'en soient servis de base pour un canular. Néanmoins, je pense qu'on peut prendre au sérieux les témoignages des jeunes de Palavas, parce que les 4 témoignages se tiennent parfaitement, ils ne se contredisent pas. Les récits sont tellement cohérents que les enquêteurs n'ont pas pu conclure à un canular à l'époque. Jean-Bruno Renard, donc dans son livre, qui se spécialise sur les légendes urbaines, lui estime qu'on doit écarter la piste du canular, parce qu'il y a une vraie, je le cite, sincérité qui émane des témoignages de ces 4 personnes. Selon lui, c'est bien passé quelque chose, même si personne ne pourra dire avec certitude ce que c'était. Il pense que leur témoignage a sans doute été inconsciemment influencé par le mythe de la Dame Blanche qui existait déjà, mais qu'il s'est passé quelque chose et qu'on ne saura pas quoi. Mais voilà, ces jeunes automobilistes de Palavas sont loin d'être les seuls à avoir rencontré la Dame Blanche la nuit. Cette histoire se répète depuis très longtemps. La Dame Blanche, en tout cas telle qu'on la connaît en France et en Belgique, elle correspond au mythe de l'autostoppeuse fantôme. C'est un mythe qui est beaucoup plus ancien qu'on le pense en vérité. Ça existait déjà dès l'Antiquité, ces histoires de passagers de chars qui disparaissent par exemple. Mais la légende, en tout cas dans sa forme moderne, celle qu'on connaît aujourd'hui, elle vient inévitablement des États-Unis puisqu'elle est apparue dans les années 30 à Chicago. L'histoire d'origine, c'est qu'il y a une certaine Mary qui aurait été renversée après un bal, qui aurait été enterrée dans sa robe blanche, et depuis elle entrait les abords de la salle de bal en attendant qu'un conducteur veuille bien la raccompagner chez elle. Ça, c'est l'histoire de base à Chicago. Je vous attendais, car vous n'êtes pas le premier jeune homme qui vient me raconter cette histoire. La jeune fille que vous avez prise en stop, c'est ma fille. Elle est morte. Elle a été tuée dans un accident de voiture il y a 10 ans sur la route où vous l'avez trouvée. Elle revenait d'une fête un samedi soir où il pleuvait, exactement comme celui-ci, et la voiture dans laquelle elle se trouvait a dérapé. Depuis, les samedis soirs, quand il pleut, les gens la trouvent en train de faire de l'autostop. Nous croyons qu'elle essaye de rentrer à la maison. Cette histoire-là est arrivée ensuite à peu près dans les années 40 en Europe et elle a commencé à se développer un petit peu partout en France, la plus connue étant celle de Palavas-les-Flots. Dans la grande majorité des cas, ces histoires de Dame Blanche, c'est vraiment de pures légendes urbaines et elles reprennent quasiment toutes le même canevas très classique qu'on retrouvait déjà aux États-Unis dans les années 30.
Il y a beaucoup de définitions de la légende urbaine. Moi, j'en ai une que je trouve plutôt pas mal. C'est donc une histoire qu'on nous présente comme vraie, régulièrement, et qui serait arrivée à l'ami d'un ami d'un ami. Donc voilà. Et qui est une histoire qui souvent se termine sur quelque chose, un twist ou quelque chose un petit peu choquant, pas forcément pour effrayer d'ailleurs, parce qu'il faut faire une distinction entre les légendes urbaines qui sont plutôt horrifiques, comme celle de la Dame Blanche, mais il y a aussi beaucoup de légendes urbaines qui sont pas spécialement horrifiques. Légende urbaine ou vraie histoire de fantôme, chacun se fera son opinion. Il n'empêche, cette autostoppeuse fantôme intrigue tous ceux qui s'y sont intéressés. L'histoire de la Dame Blanche de Palavas-les-Flots, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'on a envie de dire que c'est un canular, mais d'un autre côté, c'est vrai que Jean-Bruno Renard a raison, il y a une sincérité dans ses témoignages. Et il y a surtout une volonté de ne pas tirer profit de l'affaire. C'est ça qui est intéressant. Il y a bien des cas de jeunes qui avaient répondu aux sollicitations de la presse locale au tout début de l'affaire, mais il n'y en a aucun qui a surfé dessus depuis. Il y a même Midi Libre qui a voulu faire un dossier là-dessus en 2016. Et Midi Libre rapportait qu'ils avaient tous changé de vie et de région, qu'ils ne voulaient pas parler de cette histoire. Ils n'ont pas fait de livre, il n'y a pas eu de reportage où ils parlent, il n'y a vraiment rien. Donc ça aide à croire en leur sincérité. Donc voilà, moi je ne crois pas personnellement au paranormal, donc j'ai tendance à ne pas croire qu'effectivement quelqu'un a disparu de leur voiture. Mais comme le dit Jean-Bruno Renard, effectivement, il s'est peut-être passé quelque chose. Quoi ? On le saura probablement jamais, puisqu'ils ne veulent pas en parler. Depuis le début de cet épisode, il est question de récits avec des fantômes qui concernent uniquement des témoins isolés. Arrive-t-il que des spectres, des entités, des choses étranges apparaissent à énormément de personnes en même temps ? Eh bien oui. J'ai appelé La Chose Noire toute une série d'événements qui se déroulent en Malaisie. Marine Benoît, journaliste, auteure du livre In Tenebris. En 2016, dans une ville qui s'appelle Kota Bharu. Il s'agit d'une série d'événements qui se déroulent dans la région du Kelantan, qui est une région de Malaisie qui est très très musulmane. Plus précisément, qui se déroule dans un lycée pour filles qui s'appelle Pengalan Shepa 2, dans la ville de Kota Bharu. Ça consiste en une période où toutes les élèves vont succomber à une forme d'hystérie collective. Elles vont avoir des malaises, elles vont vomir au sein de l'établissement. Tout ça en affirmant toutes voir la même chose, à savoir une forme noire qui les pourchasse dans les couloirs et qui, une fois qu'elle les rattrape, rentre en elles en fait. Voilà. Donc il y a un phénomène de possession. Le personnel scolaire et les autorités locales aussi vont tout de suite parler de démons, d'entités malveillantes qui finalement s'attaquent aux jeunes filles vulnérables du lycée. Il va y avoir des exorcistes, des chamans qui vont venir sur place. L'école va être fermée et donc toute une série de rituels qui va être prodigués dans l'ombre derrière les murs de l'établissement. C'est des événements qui sont loin d'être étrangers à la ville et aussi à la région. Ça arrive assez fréquemment que des groupes entiers de jeunes gens, d'adolescentes, se mettent à vomir, à raconter les mêmes choses, des crises de tremblement, de panique. Tout ça, ça survient régulièrement là-bas. Chose incroyable, les membres du personnel de ce lycée malaisien vont donner des interviews dans les journaux télévisés. L'hypothèse d'esprit malfaisant est à chaque fois privilégiée. Nous n'avons aucune idée de ce qui peut se passer. Ce que l'on sait, c'est que ce lycée est assez ancien et qu'aujourd'hui, ses élèves peuvent se montrer irrespectueuses. Elles jettent souvent leurs ordures au sol, dans les classes ou dans les parties communes. Qui sait, peut-être qu'elles ont offensé des esprits ou qu'elles ont mis en colère un djinn. Il y avait ce récit, cet événement-là, dans ce lycée-là, en Malaisie. Et 3 semaines plus tard, il y avait au Pérou autre chose. Donc c'était exactement la même mécanique dans un lycée. Des élèves qui tombaient comme des mouches, qui vomissaient, crise de panique, hallucinations. Et tous racontaient voir la même chose, à savoir cette fois un homme habillé en noir avec un chapeau qui les poursuivait dans les couloirs. Donc c'était à peu près la même chose. Et là, moi, je m'étais dit, incroyable quand même. C'est quoi ce truc ? À des milliers de kilomètres, dans 2 cultures complètement différentes, qui n'avaient pas tant que ça été couverts par les médias, en tout cas internationaux. Donc ça m'avait intriguée. Les sources historiques
font mention de ce genre de choses dès le Moyen-Âge, en fait. Notamment aux Pays-Bas. On a pas mal de sources qui font mention de ce genre d'événements, notamment dans les orphelinats ou les pensionnats aux Pays-Bas. Amsterdam, il y a plusieurs récits où en fait les pensionnaires, les orphelins, se mettaient à avoir donc des crises d'épilepsie, à baver. On raconte qu'ils parfois ils grimpaient au mur, c'est des témoignages un petit peu bizarres, ou qu'ils vomissaient des clous, des vis, enfin des choses comme ça. Donc évidemment les récits sont un petit peu enjolivés, mais en fait assez tôt dans les archives, on a des mentions de ces phénomènes de troubles collectifs. Alors oui, aujourd'hui, la psychologie arrive à expliquer ce qui peut se passer dans les cerveaux pour en arriver là. Finalement, ça part souvent, voire tout le temps, d'un événement totalement anodin, à savoir peut-être qu'un élève un matin n'a pas petit déjeuner, se sent mal et donc s'évanouit ou vomit. Et en fait, parce qu'il y a un terreau fertile, ça peut être d'oppression, de stress collectif, ça peut être lié à une situation politique, donc on l'a vu à une situation juste à des facteurs sociaux. Il va y avoir une forme de surinterprétation collective et de mimétisme. Donc un petit peu à la manière, quand quelqu'un bâille, souvent ça va nous donner envie de bâiller. Et c'est presque un petit peu le même mécanisme qui se met en place dans les cerveaux à ce moment-là des jeunes. Donc ça va partir d'un fait, vraiment, ça peut être quelqu'un qui est malade dans un car scolaire, donc il va vomir et puis tout, voilà, ça va être monté en épingle un peu. Et en l'occurrence, en Malaisie, on se rend compte que souvent, il y a une jeune fille qui va se mettre à vomir ou qui va faire une crise d'épilepsie, peut-être même, ça peut être des choses beaucoup plus sérieuses et médicales. On se rend compte que derrière, avec tout le folklore qu'il y a dans ce pays-là aussi, on croit beaucoup aux démons, au diable, il y a des histoires d'esprits, de revenants de partout. Il y a des surinterprétations. Donc là, en l'occurrence, on a tout de suite pointé du doigt des esprits en colère que des élèves avaient froissés en jetant des déchets dans la cour. Donc en fait, quand on recoupe les témoignages, tout ça c'est teinté de croyances et ça explique un petit peu qu'on en arrive là. Moi, je remets pas du tout en question le fait qu'elles aient ressenti vraiment des choses, qu'elles aient vu une forme noire probablement. Ça ne m'étonne absolument pas qu'elles disent avoir vu la même chose. Donc dans toutes ces histoires, finalement, c'est pas incroyable que les personnes racontent, même si c'est quelque chose de très précis, à savoir un homme avec un chapeau, il suffit qu'il y en ait un qui le dise pour qu'ensuite le cerveau recrée l'image, quoi. Ça montre toute la complexité de l'esprit humain et les mécanismes parfois incroyables qui peuvent se mettre en place et s'enclencher. Des mécanismes qu'on ne comprend pas encore tout à fait, quand même, parce que là, on a des explications, mais ça reste quand même pour le corps médical, des choses ultra troublantes, quoi, quand il y a ce genre d'événement. Il y a des exemples partout dans le monde. Donc, effectivement, il y a un taux d'événements anormalement élevé dans le Kelantan, mais on en trouve partout, en Europe, en Israël, aux États-Unis, voilà. Continuons à voyager, cette fois direction le Japon. Il est intéressant de constater que les Japonais, qui ont une longue tradition d'histoire de fantômes et d'esprits, ont connu une vague massive d'apparitions de fantômes après que le pays ait été ravagé par un séisme et un tsunami en 2011. Il y a des phénomènes étranges qui ont commencé à être rapportés dans les zones les plus sinistrées. Et ce sont des phénomènes que Richard Lloyd Parry, un journaliste américain qui vit au Japon, a rapporté dans son livre « Les fantômes du tsunami ». Il a partagé énormément de témoignages qu'il a recueillis sur place. Mathias Alcaraz, journaliste et animateur du podcast Le Bureau des Mystères. Il y a des témoignages qui racontent des choses qui font un peu froid dans le dos, des pompiers qui auraient commencé à recevoir des appels téléphoniques qui viennent de maisons emportées par les vagues. Il y a des moines qui se seraient ensuite rendus sur les ruines afin d'effectuer quelques prières pour les âmes des anciens habitants, et juste après, comme par hasard, les appels auraient cessé. L'essentiel des témoignages, c'est l'abbé Taiyo Kaneta, qui est un religieux qui a créé avec des amis moines un café itinérant pour échanger avec les survivants de la catastrophe, qui les a recueillis. Et il y a une histoire, par exemple, que je trouve très touchante, qui se serait passée dans un camp de réfugiés à Onagawa, qui est une zone qui a été particulièrement ravagée par le tsunami. Il y avait les occupants d'un logement temporaire qui racontent avoir vu leur ancienne voisine entrer dans leur séjour, qu'ils ont pris le thé avec elle, comme si de rien n'était, et que personne n'a osé lui dire qu'elle était morte. Et quand elle est partie, les coussins sur lesquels elle s'était assise étaient imbibés d'eau de mer.
Mais avant de voir de l'inexplicable dans ces apparitions post-catastrophe, il faut sans doute envisager d'autres explications plus rationnelles. Il y a un psychiatre à Ishinomaki qui s'appelle Kalizo Hara qui a proposé une explication pour ces apparitions. La plupart de personnes qui assurent avoir vu des fantômes seraient selon lui victimes de stress post-traumatique. Et il y a une chose qu'on oublie souvent quand on parle de stress post-traumatique, c'est que le choc n'est pas forcément immédiat. Le choc peut arriver après. Keizo Hara explique que notamment il faut du temps pour que le stress post-traumatique émerge chez des gens qui vivent encore dans des habitations de fortune. En fait, c'est en constatant que rien n'a changé depuis le séisme, parfois même des années plus tard, que les phénomènes commencent à se présenter à eux. Il y a une personne qui dit des choses très sensées, je trouve, là-dessus, c'est Chris French, qui est un professeur émérite en psychologie à l'Université de Londres. Il explique que les gens ont tendance, dans les périodes troublées, à se tourner vers le paranormal. On l'a vu avant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, dans le contexte assez tendu qui a mené à la Seconde Guerre mondiale, où il y avait une très forte hausse de l'intérêt pour l'occulte, ou même dans un autre exemple, la photographie de fantômes qui s'est vraiment développée aux États-Unis juste après la guerre de sécession, puisque les disparus manquaient à leur famille. Donc oui, voilà, c'est vrai que dans ces périodes troublées, les gens vont souvent se recueillir dans l'irrationnel, dans le surnaturel, le paranormal. Et finalement, que ces fantômes japonais existent réellement ou seulement dans la tête de ceux qui les voient, ce n'est pas le plus important. Je vais reprendre ce qu'a dit l'abbé Taiyo Kaneta à Richard Lloyd Parry, qui fait beaucoup de sens. Ce qui compte, c'est que les gens les voient. Les survivants n'ont pas eu le temps de leur dire au revoir. Tous ces gens qui ont perdu leur famille et tous ceux qui sont morts ont des liens très forts. Il est inévitable que des fantômes apparaissent. Je trouve que ça résume assez bien la chose. C'est-à-dire que ces gens voient ou entendent réellement des fantômes, ça importe peu. Pour moi, l'essentiel, ça se trouve dans cet espoir qu'ils soient encore là, qu'ils continuent à veiller sur eux. Et si ça peut leur faire du bien, tant mieux. Prochain épisode, Poltergeist, l'esprit frappeur. On parlait d'objets qui volaient, de choses qui se décrochaient des murs, des meubles qui voulaient d'eux-mêmes. Lorsque je suis arrivé, j'étais quand même toujours un peu sceptique. Et puis, j'ai bien été forcé d'admettre les choses que je voyais, quoi. Les esprits frappeurs sont présents depuis les débuts de l'histoire du spiritisme. Et on en trouve dans tous les pays. Nous décortiquerons 3 cas solides de poltergeist qui se seraient réellement déroulés en France, en Angleterre et en Allemagne. Des histoires étonnantes et surtout effrayantes qui ont terrorisé celles et ceux qui les ont vécues. Tous les épisodes de la série consacrée aux fantômes et aux maisons hantées sont disponibles sur Ovio ou sur la page podcast du site lapremière.be.